Quoi de pire que d'être flic en prison? Être un flic corrompu, en prison. Ici, Josh de The Infographics Show. Aujourd'hui, découvrons des histoires vraies de policiers corrompus ayant fini en prison. Stéphane Caracappa et Louis Eppolito étaient un duo de détectives du NYPD tellement violents et corrompus qu'ils ont reçu le surnom de flics de la mafia. Le duo servait fréquemment de tueurs à gages pour les familles Lucchese et Gambino, utilisant leur couverture de policiers pour commettre divers crimes. En apparence, Stéphane paraissait attiré par l'argent et le pouvoir de la mafia, bien plus que par le salaire d'un simple détective. Mais Louis était différent. Il était né dans le crime bien avant de rejoindre la police. Son père, Ralph Eppolito, était un associé de la famille du crime Gambino, et son oncle ainsi que son cousin étaient tous deux des membres initiés qui ont été assassinés par des tueurs à gages notoires de la mafia, selon un associé de la mafia, Burton Kaplan, dont le témoignage a contribué à leur chute. Des décennies plus tard, Stéphane et Louis étaient déjà des policiers véreux, lorsqu'ils ont commencé à recevoir des pots de vin d'Anthony Gaspip Cazzo, un sous-chef de la famille du crime Lucchese. D'abord, il payait au duo 4 000 $ par mois pour des informations confidentielles, mais il a vite vu que les policiers pouvaient capturer des mafieux et en être récompensés. Alors il a commencé à les engager pour éliminer personnellement ses concurrents aussi, et c'était une affaire lucrative. Selon le témoignage de Cazzo lui-même, Stéphane et Louis ont enlevé James Heidel, un associé des Gambino, et l'ont livré à son exécution par Cazzo. Mais les deux détectives ne se contentèrent pas de prendre des pots de vin, ils exécutaient aussi des contrats pour la mafia. L'un de leurs meurtres s'est soldé par un canari mort dans la bouche de la victime, en guise d'avertissement. Ils ont également tué le capot des Gambino, Edouard Eddie Lino, lors d'une fusillade en voiture en 1990, ainsi que d'autres meurtres plus aléatoires, comme un diamantaire et un chef syndical. Quand ils ne servaient pas d'indicateur ou ne tuaient pas, ils trafiquèrent de la drogue, faisirent de l'intimidation, puis, après leur retraite à Las Vegas, ont envisagé d'éliminer d'anciens associés pour effacer leurs traces. Et puis les choses sont devenues un peu étranges. Stéphane Caracappa est ensuite devenu agent pénitentiaire au centre correctionnel pour femmes de Las Vegas. Louis Eppolito est devenu une célébrité en écrivant Mafia Cop, livre emblématique et drôle racontant l'histoire d'un policier honnête, issu d'une famille mafieuse. Après être devenu ami avec l'acteur oscarisé Joe Pesci, il a décroché des rôles d'acteur, apparaissant dans Lost Highway, Predator 2 et Les Affranchis. Avant de commencer à travailler dans une concession automobile, il semblait presque que les flics de la mafia allaient s'en sortir avec leur double vie criminelle complètement folle. Jusqu'à ce que Burton Kaplan, le gangster de Brooklyn déjà mentionné, les dénonce tous deux pour réduire sa peine. Les deux policiers ont été arrêtés en 2005 et ont écopé de lourdes accusations. Racket, entrave à la justice, extorsion, ainsi que 8 chefs d'accusation de meurtre et de complot. Après des années de procédure, Eppolito a été condamné à la prison à vie, plus 100 ans, en 2009. Caracappa a été condamné à la perpétuité plus 80 ans, ce qui signifiait que ces escrocs et tueurs finiraient leur jour entourés de ceux qu'ils avaient fait incarcérer, et d'anciens ennemis de la mafia trahie. Il est réconfortant qu'après des années de crimes impunis, Stéphane Caracappa et Louis Eppolito purgent enfin de longues peines, chacun isolé dans une prison différente. Caracappa a d'abord été incarcéré à l'USP Coleman en Floride pendant près de 10 ans, puis transféré en Caroline du Nord, déjà engagé dans une lutte contre un cancer de stade 4. Il a supplié le juge de faire preuve de clémence, mais son passé ne le permettait pas. Le juge fédéral Jack Weinstein a rejeté la demande, déclarant « Il n'y a rien que je puisse faire ». Le cancer a emporté sa vie le 8 avril 2017. Quant à Eppolito, il a été condamné à la prison fédérale de haute sécurité de Tucson, où il a passé les 10 dernières années de sa vie. Il a continué à clamer son innocence, avant de mourir de causes inconnues, le 3 novembre 2019, mettant ainsi une fin sombre et appropriée à l'histoire des policiers mafieux. Certains policiers commettent des crimes, d'autres, de vrais criminels, utilisent des méthodes illégales et monstrueuses pour progresser dans la police. Il n'y a pas de meilleur exemple que le tristement célèbre inspecteur et commandant de la police de Chicago, John Burge. Il a participé à la torture brutale d'au moins 118 personnes, surtout des hommes noirs, et ce terme n'est pas employé à la légère. Les supplices infligés par Burge à ses suspects impliquaient souvent des armes à feu et des aiguillons à bétail. De 1972 à 1991, Burge dirigeait un gang de détectives sadiques qu'il appelait l'équipe de Minuit. Dans sa salle d'interrogatoire, vous pouviez subir un aiguillon à bétail, un sac de machine à écrire sur la tête pour vous asphyxier partiellement, ou le canon d'une arme dans la bouche lors d'une exécution simulée, une méthode prisée par la CIA.
L'équipe de minuit était d'une brutalité extrême. Cela a poussé l'Illinois à revoir la peine de mort après la révélation que Burge avait extorqué sous la torture les aveux d'au moins 4 hommes condamnés à mort. Il a perdu son emploi en 1993, après que certains de ses sombres secrets ont refait surface. Mais ce n'est qu'en 2010 que Burge s'est retrouvé sur la route de la prison. Ce n'était même pas dû aux tortures, car le délai de prescription était déjà écoulé. Il a été condamné à 4 ans et demi de prison et 3 ans de liberté surveillée pour avoir menti sous serment dans une affaire civile, affirmant n'avoir jamais torturé personne. Il a purgé environ 90% de sa peine au FCI Butner Law en Caroline du Nord avant d'être libéré le 3 octobre 2014 pour finir le reste dans un centre de réinsertion. Il serait réconfortant de penser que Burge aurait vécu le reste de sa vie dans la misère et la pauvreté après cela, surtout compte tenu du nombre de vies qu'il a détruites. Mais il touchait toujours une pension de 4 000 $ par mois de la ville. Une ville à laquelle il avait coûté au total environ 120 millions. Il est décédé moins de 4 ans plus tard, à 70 ans. Après sa mort, de nombreux collègues policiers de Chicago et des membres du syndicat l'ont défendu. Le syndicat de la police de Chicago a déclaré sur Facebook qu'il doute que toute la vérité sur les affaires Burge ait été révélée. Dean Angelo, ex-chef de l'ordre fraternel de la police à Chicago, a dit « Je ne sais pas si John Burge a eu un traitement équitable vu ses années de service pour la ville. C'était Chicago, et la prochaine c'est Londres. Et ça ne va faire qu'empirer parce qu'il ne s'en est pas pris à des criminels. Les compétences acquises sur le terrain par un flic peuvent être cruciales pour sa double vie de cerveau criminel. Et il n'y a pas de meilleur exemple que le maître chanteur et terroriste Rodney Wachello, ancien sergent de la police métropolitaine de Londres. En 1986, Wachello faisait partie des nombreux officiers assistant à un séminaire sur la menace croissante du terrorisme d'entreprise. C'est là que des gangs organisés de maîtres chanteurs menacèrent de grandes entreprises en trafiquant leurs produits afin de leur extorquer une rançon. La personne qui donnait cette conférence n'avait aucune idée qu'elle offrait en réalité à Wachello un guide parfait pour mettre en pratique son propre plan diabolique. La vie n'allait pas bien pour Wachello. Sa petite entreprise informatique faisait faillite, et en 1988, il a dû prendre une retraite anticipée de la police en raison de son asthme. Hélas, les éloges pour sa conduite exemplaire ne réglaient pas les factures. Il a choisi d'utiliser les connaissances acquises à la police judiciaire et chez Johnson Matthey Chemical Firm. Alors il a contaminé un tas de nourriture pour bébés et pour chiens. En visant les aliments pour animaux Pedigree et Heinz, Wachello a placé des produits chimiques mortels et des lames de rasoir dans des boîtes de nourriture pour chiens et bébés, hospitalisant 5 nourrissons. Comme si ce n'était pas assez diabolique. Il a aussi envoyé des lettres de menaces à l'entreprise signées Roméo et Juliette, réclamant de l'argent pour arrêter sa campagne de terreur. La série de crimes, qui a duré 26 mois, a mis un très grand nombre de vies en danger, et a coûté des dizaines de millions de dollars aux 2 entreprises. Heinz a offert une récompense de 100 000 livres à toute personne pouvant fournir des informations sur le maître chanteur. Et c'est là que Rodney Wachello est devenu gourmand. Il a voulu jouer les bons samaritains et toucher la récompense, sans savoir que la police surveillait des centaines de distributeurs dans la région. En tentant de retirer l'argent, il a été pris et l'affaire a éclaté au grand jour. Il a soutenu que ses collègues policiers lui avaient tendu un piège et qu'il était innocent. Mais cette excuse n'a pas convaincu. Après un procès à l'Old Bailey à Londres, Wachello a été condamné à 17 ans de prison pour ses crimes. Ancien policier, et vu les cibles de ses crimes, il n'allait sûrement pas passer un bon moment en prison. Mais c'est là que ça devient frustrant. Bien que son appel pour réduire sa peine ait été rejeté en 1991, il n'a en réalité purgé que la moitié de sa peine au total. Libéré en 1999, sa libération a provoqué la controverse nationale. À 50 ans, ses cheveux étaient devenus blancs à cause du stress en prison. Il a souligné que la dureté de sa détention suffisait à expier ses fautes. Après cela, nous n'avons aucune idée de ce qu'est devenu Rodney Wachello, et il y a de fortes chances qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Un policier corrompu, qui a purgé sa peine, et dont nous savons avec certitude qu'il est toujours là. Le flic d'aujourd'hui était l'un des pires à arpenter les rues de New York. Lorsque Michael Dowd a rejoint la police de New York en 1982, il y avait environ 100 meurtres par an dans la ville, et il n'a pas vraiment contribué à faire baisser ce chiffre. Il est vite devenu trafiquant de drogue et homme de main, pour l'un des groupes criminels les plus puissants d'Amérique, l'organisation dominicano-américaine Diaz. Les débuts criminels de Dowd sont étonnamment minables. Il était amer de voir combien les jeunes dealers de crack gagnaient par rapport à son propre salaire de 16 $ par semaine. Donc, à un moment donné, il semblait tout simplement logique pour Dowd de franchir la ligne.
Il a d'abord enfreint le code d'éthique, en libérant un suspect avec des milliers de dollars d'amende de stationnement contre 200 $ en liquide. Rappelez-vous, c'était dans les années 80, le prix d'un bon déjeuner au homard. Quand il a rejoint l'organisation Diaz, il touchait 8 000 $ par semaine, plus une prime de signature de 24 000 $. Cela signifiait qu'il gagnait en réalité beaucoup plus d'argent que ce que la famille Lucchese payait aux flics de la mafia. Très vite, il avait pu s'acheter une Corvette rouge, 3 maisons à New York et un appartement en Floride. Pour Michael Dowd, il semblait vraiment que le crime payait. Il vivait en informant Diaz sur la police et en éliminant les rivaux du groupe, jusqu'à ce que son mode de vie illégal, mêlant argent, drogue et alcool, le rattrape. Il a finalement été inculpé, avec de nombreux policiers corrompus qui ont terni la réputation de la police. Il a été condamné en 1994 et a passé 12 ans derrière les barreaux, sur une peine de 16 ans. Mais c'est là que Michael Dowd sort du lot. Selon ses propres déclarations, notamment lors d'un AMA sur Reddit en 2015, il a changé de vie, alors qu'il était en prison. Il affirme s'être amélioré en faisant du sport et en lisant, ainsi qu'en travaillant comme conseiller auprès de ses codétenus. Et il semble qu'il y ait une part de vérité là-dedans. Après sa sortie de prison en 2004, il a renoncé au crime, travaillant dans les médias et codétenant une entreprise de cigares. Avec nul autre qu'Adam Diaz, l'ancien parrain qu'il avait corrompu dans les années 80. Mais il y a un autre policier corrompu qui ne semble pas prêt à changer. À sa retraite, en 2020, Robert Smith avait accepté 100 000 $ de pots de vin et agi comme rabatteur en orientant collègues et victimes d'accidents vers une entreprise de remorquage locale dans laquelle il détenait secrètement des parts. Il se vantait fièrement d'être l'un des policiers les plus corrompus du 105, le numéro de son commissariat du Queens. Mais les magouilles et escroqueries étaient ses moindres crimes vraiment répugnants de Robert Smith. Il avait pris l'habitude d'arrêter sa voiture près de civils noirs au hasard et à pointer son arme pour observer leurs réactions. Il en riait par SMS avec ses amis, en utilisant des insultes racistes, refusait de donner son numéro de badge, harcelait des inconnus et faisait des remarques racistes et sexistes à ses collègues. Au moment où il a mis fin à sa carrière complètement corrompue, Smith avait 33 plaintes officielles déposées contre lui au moment de son départ de la police. À 45 ans, il a décidé de commencer une seconde carrière dans le trafic de drogue dure, une carrière qu'il espérait lancer en approchant 2 trafiquants de stupéfiants, qui étaient en réalité des policiers infiltrés. Il a déclaré ouvertement qu'il porterait son arme et son ancien badge d'identification du NYPD avec lui pendant qu'il commettrait ses crimes. Comme si cela ne suffisait pas. Il a scellé son sort en approchant un 3e policier infiltré, payant 1 200 $ en liquide pour ce qu'il croyait être 1 kilo d'héroïne. Lorsqu'il a été arrêté et jugé en 2022, il pleurait ouvertement en disant « J'ai mal agi, je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je sais que j'ai mal agi et je sais que je mérite d'aller en prison. » Mais comme l'honneur n'existe pas entre flics devenus voleurs, il a dénoncé certains collègues corrompus en tombant et a été condamné à 97 mois de prison. Son propre avocat, Andrew Frisch, a supposé qu'il allait probablement passer un très mauvais moment, disant qu'il, je cite, « entrera dans le bureau des prisons avec 2 cibles sur la tête. C'est un flic et c'est une balance. Maintenant, allez voir un flic infiltré qui devient ensuite un tueur accro à la drogue. Ou regardez plutôt ceci.